Philippe Fournier-Bélanger. Bonjour, Marraine Gervais-Petit. Bonjour, Marie Baudette. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Bonjour, bonne chance. Bonjour, donc est-ce que vous désirez les règlements de français? Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. Donc, j'ai acheté un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes. Pour ce qui est des 10 dernières secondes, je vais faire le décompte sur mes mains. Après 20 minutes, je vais être dans l'obligation, dans le fond, de couper si vous n'avez pas terminé afin qu'on puisse procéder à la période de questions qui durera maximum 5 minutes. Également, durant la présentation, évitez de mentionner le nom ou la localisation de votre université. Est-ce que ça serait possible de voir les cartes en temps, s'il vous plaît? Super. Merci. Bien, je vais commencer quand vous êtes. Vous le savez, votre entreprise qui œuvre dans le domaine technologique hautement compétitif fait face à une croissance démesurée, mais à un véritable succès. Par conséquent, il est important de bien planifier vos mouvements, mais principalement de bien gérer votre entreprise. Donc bonjour, je vous présente l'équipe de consultants. Nous sommes ici aujourd'hui. Donc je vous présente Philippe Fournier-Bélanger, Marie Baudette et moi-même, Marraine Gervais-Petit. Et nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à vos nombreuses interrogations, mais principalement pour vous convaincre d'aller de l'avant avec le projet de BOSS 102, d'aller de l'avant également avec le projet de jeu de console et également de procéder à l'acquisition sous certaines conditions, telles un contrôle pré-acquisition, pour pallier à vos faiblesses de ressources humaines. Donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons tout d'abord traiter de l'importance d'adopter une stratégie précise et claire pour tous les employés. En deuxième lieu, nous allons traiter de la croissance, donc des choix stratégiques qui s'offrent à vous. Et pour terminer, de traiter de la gestion, donc des divers choix stratégiques. Donc commençons avec la stratégie. Donc tout d'abord, présentement, vous vous retrouvez, votre situation actuelle n'est plus nécessairement sur le terrain, mais vous devez prendre des décisions de gestion. Donc, les deux grandes principales décisions qui s'offrent à vous est présentement de vendre et NSI en réalité. Donc, vous réaliseriez un profit sur votre potentiel. En deuxième lieu, le maintien de NSI, donc potentiellement une vente éventuelle. Donc, le profit, ce serait sur de l'argent fait. Donc, passons maintenant aux divers enjeux. Donc, aux diverses problématiques. Donc, en premier lieu, il est certain que vous avez divers intérêts qui sont divergents. Donc, tel que je l'ai mentionné, il est important d'adopter une stratégie. Donc, par exemple, M. Anger, vous préférez le statu quo, donc de maintenir la situation actuelle et vous désirez ne pas vendre NSI. Également, M. Boucher, vous êtes ouvert au changement et puis vous attendez nos recommandations. Donc, ça va nous faire plaisir d'en discuter plus en détail. Et également, M. Poulain, eh bien, vous êtes ouvert au changement, mais à une condition de maintenir le contrôle. Donc, nos recommandations aujourd'hui, donc quant à la stratégie, donc, comme on le mentionne, il est important d'adopter une stratégie qui va être claire et précise pour tous vos employés et principalement, en premier lieu, de définir vos besoins. Également, d'adopter une stratégie claire. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, quelle est la mission claire, la vision? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Parce que l'important d'une mission d'entreprise, c'est pour orienter tel le leadership, c'est pour orienter la vision commune de tous vos employés vers un seul but commun. Donc, que ce soit la prospérité ou peu importe, ce sera à vous de décider. Donc, aujourd'hui, on vise nos choix pour atteindre une véritable prospérité. Également, il va être important d'adopter des objectifs stratégiques précis et les objectifs stratégiques vont permettre d'évaluer, dans le fond, d'être utilisés dans le tableau de bord, donc sous forme d'indicateurs de performance pour évaluer le rendement et pour également prendre de bonnes décisions pour bien gérer votre entreprise. Et puis également, il va être important d'adopter une stratégie d'affaires. Donc, tout cela semble assez théorique, mais c'est vraiment important de prendre le temps de s'asseoir et puis de cerner où l'entreprise s'en va. Donc, il est certain que vous faites face à une croissance qui est démesurée. Donc, les décisions que vous allez prendre
vont vraiment faire en sorte que vous allez pouvoir atteindre une prospérité en vous consultant puis en adoptant des choix précis. Et puis également, il va être important de créer un conseil d'administration et puis également, il est fortement suggéré d'inclure des membres externes au sein du conseil d'administration pour aider votre prise de décision et puis également pour aller chercher l'expérience disponible et l'expérience externe que vous ne détenez pas parce qu'il est normal de pas tout savoir. Donc, aller chercher de l'aide, il est bien important d'effectuer cela. Donc maintenant, nous pouvons traiter de la croissance. Donc, il est important, vous faites face à de nombreux choix. Donc, je laisse mon collègue traiter des choix stratégiques. Parfait. Alors, vous avez énormément d'opportunités qui s'offrent à vous actuellement et c'est le temps de prendre des décisions. On vous a parlé de stratégie. Nous, selon ce qu'on comprenait de votre situation, on a choisi que pour vous, ce n'était pas le temps de vendre immédiatement. Car vous avez tellement d'idées, tellement de projets à mettre en place et on est là aujourd'hui pour vous aider. Alors, on va passer au travers de plusieurs projets. Et actuellement, justement, avec la création de valeur que vous venez de faire avec votre première application qui a connu un succès fulgurant avec les prix que vous avez remportés, le statu quo, il n'est vraiment pas souhaitable, donc on le rejette d'entrée de jeu. Maintenant, on va commencer par s'intéresser au projet BOSS 102. Donc, d'une part, pour le projet BOSS 102, on a commencé par définir les revenus, à savoir dans divers scénarios. Donc, les revenus, dans le fond, c'est important selon, en fait, où vous en êtes avec ce produit-là, justement. C'est important de surfer sur la vague, de sortir un nouveau produit. Ça, c'est très intéressant. On voit que les revenus sont substantiels et que les coûts ne sont pas nécessairement très élevés. On a fait les calculs. Dans le fond, d'une part, pour ce qui est des estimations des heures, on a quand même rajouté une prime de 15 parce qu'on le sait, les employés ne remplissent pas nécessairement toutes les heures. Donc, les estimations, bon, c'est tout le temps aléatoire. Nous, on voulait être le plus conservateur possible. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté une prime de 15 Pour ce qui est des salaires, on est allé avec le salaire moyen là, en fonction des designers juniors et des designers seniors. Donc, si on peut poursuivre. Alors, maintenant, pour ce qui est des coûts, donc les coûts totaux de production, lorsqu'on calculait les heures, on arrivait autour de 207 000 $. On parlait de coûts de publicité supplémentaires, moins les crédits d'impôt, on a pris la catégorie 1. Donc, les coûts totaux du projet sont autour de 437 000 $, alors que les revenus sont substantiels. Donc, on se rend compte que justement, vous faites 25 fois, le retour sur l'investissement, il est de 25, ce qui est énorme. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette opportunité-là. Donc, c'est sûr qu'on vous encourage à aller de l'avant avec ça pour le futur. Alors, justement, pour ce qui est des aspects davantage qualitatifs, donc, c'est sûr que la production va être moins longue, c'est une façon de faire de l'argent rapidement, de surfer justement sur la vague, profiter d'une rentabilité qui est très, très élevée. Depuis que vous avez une expérience dans ce domaine-là qui est très importante, il y a peu de barrières, dans le sens où vous êtes déjà installé à cet égard-là. Cependant, en arrivant avec un nouveau projet, c'est sûr que vous coupez un petit peu la durée de vie du projet que vous aviez précédemment, c'est-à-dire le jeu BOSS 100. Alors maintenant, pour ce qui est des jeux sur console. Donc, dans le fond, pour le jeu pour console, c'est un peu le même principe pour ce qui est des hypothèses. Pour le design et la programmation, on a pris les mêmes hypothèses de salaire. Donc, on a fait les calculs comme ils sont là présentement avec les hypothèses qui nous avaient été données pour le temps. Donc, on arrive quand même, avec la subvention, puis les coûts de marketing qui étaient quand même substantiels dans ce projet-là, à des productions totaux de 4,7 millions environ. C'est quand même pas mal plus élevé que le programme de BOSS 102. Ensuite, pour ce jeu-là, on y était avec un calcul de la MCV, dans le fond, la marge qu'on faisait sur chaque jeu. On savait qu'on avait deux options de vente, soit qu'on vendait tout de suite à très court terme en 2013 et puis une partie en 2014, ou bien tout de suite attendre à 2014 pour commencer à vendre. Donc, selon la MCV qui était là, les coûts unitaires dans le fond, distribution, mise en marché, puis tout ça, c'était 5 $ par unité. Donc, avec une MCV de 40 $ pour le prix de 45 $ qui était chargé pour les premières unités vendues. Et puis ensuite, 30 $ dans le fond pour la seconde vague d'unités qui était vendue à 35 $. Donc, on voit que, dans le fond, le RCI est beaucoup plus avantageux si on commence à vendre dès 2013 parce que notre marge est quand même bonne. Puis, c'est possible de faire deux vagues de vente qui seront très profitables pour nous parce que selon, dans le fond, les points morts qui avaient été calculés, à 68 000 unités à peu près d'un côté ou de l'autre, on était vraiment favorable puis on rentrait vraiment dans notre argent. Donc, pour ça, c'est vraiment intéressant.
Ensuite, les avantages et inconvénients. L'industrie est favorable. C'est clair, les jeux vidéo, on reste dans la même industrie. C'est sûr, c'est des jeux pour console. C'est peut-être moins en vogue que les jeux pour, mettons, iPhone et compagnie, sauf que la demande va toujours être là. C'est Microsoft, c'est Sony, c'est des marques qui sont vraiment en vogue. Ensuite, on utilise le succès puisque dans le fond, on se base sur Boss 101 et puis Boss 102, on créait dans le fond, on utilisait ce succès-là pour créer des nouveaux jeux sur ces consoles-là. Ça, c'est des marques connues, puis c'est vraiment un avantage pour nous. Dans le fond, on a de l'expérience dans ce domaine-là. On sait qu'il a déjà travaillé, Patrick a déjà travaillé dans une autre entreprise qui faisait un peu le même genre de jeu. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un avantage. Par contre, côté éthique, c'est sûr qu'on ne prendra jamais les codes qui ont été faits dans l'autre entreprise pour la mettre chez nous. C'est vraiment pas à conseiller. Et puis, côté diversification, c'est clair, nous, on n'est pas là-dedans encore. Vous ne créez pas de jeu encore sur console. Ce serait vraiment l'avenue intéressante pour vous. Diversifier, c'est toujours de mitiger les risques, c'est vraiment une bonne manière pour vous. Par contre, c'est comme on dit, inconvénient, tendance lourde vers le mobile. Il y a peu d'expérience en distribution en magasin. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment sur les mobiles, c'est vraiment accessible facilement par le net, puis tout ça. Donc, c'est sûr que le réseau de distribution, ça va être à faire. Et puis, des débours importants, que ce soit pour, dans le fond, la création du jeu, la programmation, on a vu, c'est vraiment des débours plus importants que comparé, exemple, au projet précédent. On va suivre maintenant à la troisième option qui était l'acquisition de l'entreprise Forever Play. Parfait. Alors, d'une part, le vendeur, ce qu'il demandait, c'était 15% de nos actions plus 500 000 $ en argent. Donc, dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que le 15% de nos actions vaut 4 millions. Donc, c'est ça. En fait, plutôt, ouais, c'est ça. Donc, lorsqu'on calcule plutôt le 15% fois 30 millions, c'est l'offre qu'on a déjà sur la table, on arrive à 4 500 000 lorsqu'on enlève le paiement qu'on devrait lui faire, les coûts de publicité et les synergies. Dans le fond, ce qu'on arrive, c'est que selon le vendeur, le coût, en fait, la valeur qui est en train d'attribuer au 15% d'actionnariat est de 3. En fait, la valeur que nous, on attribue à la partie qu'on est en train de vendre, la juste valeur, justement, c'est 3 850 000 $. Si on peut poursuivre. Parfait. Alors, justement, donc, cependant, lui, en fait, le vendeur, c'est sûr qu'il y a énormément de biais dans cette histoire-là, dans le sens que le vendeur, il nous propose plein de synergies, il nous propose bénéfice, une croissance de ce qui était de 111% l'an dernier. Il dit que ça va se maintenir. C'est sûr que dans la haute technologie, cette croissance-là, ça peut arriver, mais ça reste très ambitieux. Donc, lorsqu'on prend là, son 650 000 pour justement obtenir la valeur de 3 850 000, ce qu'on est en train de dire, c'est que, en fait, c'est que lui est en train d'exiger un taux de rendement de 17% sur son investissement. En fait, nous, on est en train de payer pour ça. Donc, cependant, on s'est posé la question, justement, est-ce que 650 000, c'est peut-être un petit peu ambitieux et c'était difficile, justement, de le prendre comme ça sortait un petit peu des vapes. Donc, si on fait une petite analyse de sensibilité rapide, on se rend compte que lorsqu'on dit que le bénéfice caractéristique est de 450 000, si on prend ça pour acquis, on se trouve à faire un rendement seulement de 12% sur notre investissement, plutôt d'en faire un sur 17. Donc, on voit que lorsqu'on se pose la question par rapport au bénéfice caractéristique, la rentabilité de ce projet-là est très variable. Donc, selon nous, 650, c'est beaucoup trop. C'est pour ça qu'on proposerait une fourchette de négociation pour rabaisser justement là, la valeur qu'on est prêt à payer et justement diminuer le pourcentage qu'il faudrait donner là, à cet individu-là, parce que c'est beaucoup trop élevé par rapport à la valorisation qu'on peut en faire là, de ce projet. Donc, cependant, il y a des avantages qui sont très, très importants. Et c'est pour ça qu'on vous propose tout de même l'acquisition, parce que vous avez tellement de croissance actuellement et vous avez des difficultés en matière de ressources humaines. Et il y aurait moyen de réallouer ces forces-là, justement, au sein des autres projets. Et c'est pour ça que ça devient intéressant, cette entreprise-là. C'est essentiellement seulement pour ça qu'on peut se poser justement la question si ça vaut la peine de l'acquérir. Donc, c'est vraiment pour la force de RH que c'est important. C'est sûr que la marque est quand même relativement reconnue. C'est intéressant, c'est relativement dans le même domaine. Donc, oui, ça devient comme souhaitable de l'acquérir. Et maintenant, le partenariat, dans le fond, ou l'entente qui était proposée par DreamWorks pour faire vos jeux. Dans le fond, avec leur film qui allait sortir bientôt, Incredible George, je crois.
Et puis, dans le fond, pour ce qui est des coûts, on avait les coûts de production pour les nouveaux jeux, le jeu en lien avec l'offre, le nouveau film qui allait sortir. C'était des coûts quand même pas si élevés comparé à d'autres projets. On avait 71 000 pour le design, si je m'abuse, et puis 119 000 pour la programmation. Ensuite, selon les scénarios qui nous étaient proposés, ce soit notre partie qu'on aurait sur la vente des billets et puis la vente des jeux, on avait soit une proposition de 1 personne sur 10 ou 1 sur 5. Donc, dans le fond, selon les 3 scénarios, on arrive à une conclusion que dans un cas comme de l'autre, ben dans le fond, dans un des pires cas, on avait un RCI de 6 fois l'investissement. Donc, ça, c'est avec un prix de 2,99. On faisait une marge de 70% sur le jeu. Parfait. Alors, globalement, c'est le temps de prendre les décisions. Donc, on est arrivé, on s'est posé aussi des questions parce qu'on avait quand même des contraintes de financement, puis on sait que vous ne voulez pas trop vous départir d'une grosse part importante de votre actionnariat. Mais cependant, la tranche minimale pour vous départir, c'est 25 %. Donc, ça libère quand même un capital de 7,5 millions de dollars si on va de l'avant avec la vente. Donc, le projet BOSS, justement, le premier projet, coûte 437 000 $ à mettre sur pied. Il y a un RCI de 25 et ce qui rapporte une contribution marginale nette de 15 millions. Donc, c'est un projet avec un RCI de 25, c'est très rentable, donc on doit aller de l'avant avec ce projet-là. Pour ce qui est des consoles, ils coûtent quand même plus cher à produire et oui, les délais sont extrêmement serrés. Oui, il y a quand même un danger, c'est un projet qui est beaucoup plus risqué. Cependant, et le RCI est autour de 3, alors qu'on pourrait comparer avec DreamWorks, que le RCI est autour de 6. Cependant, ce qu'on se rend compte, c'est que la contribution marginale nette est beaucoup plus importante pour le projet de console. Donc, c'est pour cette raison qu'on va privilégier celui des consoles par rapport à DreamWorks. Et pourquoi on ne vous propose pas d'aller de l'avant avec DreamWorks, puisque c'est relativement très rentable, un RCI de 6 et ça très rapidement? Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Vous êtes en train de changer, vous changez de segment significatif. Si on veut votre entreprise, vous devriez bientôt délaisser justement l'aspect day-to-day de créer des jeux pour devenir davantage des gestionnaires. C'est des passages qui sont difficiles. Et on vous propose d'acquérir une entreprise justement pour aller chercher davantage de RH, en plus qu'on vous propose 2 projets qui sont très rentables, qu'on doit justement saisir l'opportunité immédiatement. Ça serait beaucoup trop de vous proposer encore plus d'aller vers DreamWorks, dans le sens qu'il faut être réaliste. Et déjà, ce qu'on vous propose, c'est quand même très ambitieux à la base. Et c'est sûr qu'avec tous ces enjeux-là, vous allez devoir accroître votre force de travail et ça va impliquer justement l'achat du loft qui coûtait 1 300 000 $. Il y avait 1 million de dollars qui était finançable. Donc, c'est sûr que ça libère la place. Donc, autour de tout ça, en fait, ce qu'on vous propose, ça coûte environ 5 400 000 $. Et c'est sûr que ça vous laisse une grosse marge de manœuvre, peut-être pour augmenter le salaire des employés pour avoir un meilleur taux de rétention ou encore regarder vers l'avenir. Et c'est sûr que tous ces projets-là vont nécessiter un investissement dans le fonds de roulement là, au cours des prochaines années. Parfait. Et on en parle de RH, donc je vais laisser ma collègue poursuivre là, pour ce qui concerne justement la gestion de vos ressources humaines. Donc, encore là, vous aviez de nombreuses interrogations quant à vos ressources humaines. Donc, quand on traite des ressources humaines, principalement, le but est d'aller chercher un volume d'employés et de les mobiliser. Donc, on veut aller chercher davantage d'employés, mais on veut garder nos étoiles. Donc, on veut garder nos employés au sein de l'entreprise. Puisqu'on le sait, on l'a mentionné au début, cette industrie est fortement concurrentielle. Et puis, vous aviez déjà des employés qui vous ont présenté des lettres d'offres d'entreprises technologiques de plus grande envergure. Et puis, il était difficile de pallier à la situation, donc d'offrir des salaires plus élevés. Donc, aujourd'hui, on vous propose d'aller recruter dans les cégeps et également dans les universités, donc pour créer une marque employeur. Donc, on le sait, il y a beaucoup de cabinets qui font ça. Il y a énormément d'entreprises qui viennent au sein des entreprises recruter, donc que ce soit lié à des coffres à crayon avec votre marque d'entreprise ou que ce soit de diverses manières pour aller chercher une image de marque forte pour que les étudiants qui sortent du domaine scolaire veulent accéder à votre entreprise. Également, il est important de doser vos salaires comparativement dans le fond, à la concurrence. Donc, être certain que vous ne vous situez pas trop en dessous
pour justement que ça soit avantageux aux yeux des employés pour venir travailler au sein de votre entreprise. Et également, il est important de clarifier vos bonnets, donc que ça soit clair pour tous les employés. Et dans le fond, c'est d'évaluer le rendement. On l'a mentionné de façon brève quant à l'évaluation de rendement de vos employés pour clarifier comment vous allez encourager ce rendement. Donc, si on passe à la prochaine, quand on parle de rendement, il est nécessaire de traiter de tableau de bord. Donc, lorsqu'on parle de tableau de bord en stratégie, on l'a mentionné, il est important de se doter d'une stratégie pour effectuer un contrôle stratégique. Donc, le contrôle stratégique au sein de votre entreprise peut se faire, et il est fortement recommandé qu'il se fasse lié au tableau de bord, lié à 4 principaux critères que vous voyez à l'écran. Et puis, en même temps, il va nous faire un plaisir de répondre à vos questions liées à différents indicateurs. Et puis également, vous trouvez quelques faiblesses quant au contrôle interne. Puis encore une fois, il est important de vous doter d'un système d'information de gestion pour qu'il soit clair pour vous. Donc aujourd'hui, j'espère que nos recommandations vous ont satisfait et puis toutes ces recommandations, donc stratégie, croissance et gestion de votre entreprise, vont pouvoir vous permettre d'atteindre un véritable succès. Donc merci, avez-vous une question? Le jeu de console, est-ce que vous avez calculé la capacité de personnes qu'on aurait besoin pour développer un jeu comme ça? En fait, c'est sûr qu'en utilisant le nombre d'heures, on ne s'est pas en fond, tous nos calculs, on a pris pour acquis qu'on allait avoir la main-d'œuvre nécessaire. Donc, on s'est basé vraiment sur le nombre d'heures plutôt que de se baser sur on ajoute un employé ou on en enlève un. C'est sûr que les employés qu'on pourrait embaucher, on va pouvoir les réallouer à d'autres projets, donc on s'est basé sur le nombre d'heures. Donc, c'est sûr que les délais sont extrêmement serrés. Si on veut le sortir avant Noël, ça va laisser des embauches massives. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose l'acquisition, même si ça peut paraître un taux de rendement qui est un petit peu plus faible, c'est pour aller chercher justement une main-d'œuvre supplémentaire qu'on pourrait éventuellement réallouer pour essayer justement pour rencontrer les objectifs à ce niveau. Mais pour continuer dans ce cheminement de pensée-là, si on fait l'acquisition de Forever Play pour alimenter l'équipe de développement du jeu console, est-ce que vous avez pris ça en considération pour supprimer les revenus qui viendraient des nouveaux jeux développés par l'ancienne équipe de Forever Play? C'est sûr qu'en fait, l'équipe de développement, il n'y a rien qui nous empêche de l'arrêter pour arrêter la production, le développement de certains jeux et les remettre à plus tard. C'est sûr qu'il y a des revenus qui sont attribuables à ces projets-là. Oui, c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont associés, mais n'empêche, le rendement est quand même très intéressant pour la console. Et si on s'en va sur ce marché-là, on va avoir une croissance qui est intéressante. Ça demeure là où il y a 50% du chiffre d'affaires est fait justement est fait dans le segment des jeux en console. Donc, Considérant, même maintenant qu'on met Forever Play qui vient nous aider, on a environ une trentaine de personnes qui vont pouvoir développer ce jeu de console. Considérant qu'il faut engager au-dessus de 60 à 70 personnes juste pour répondre à des capacités de production, c'est quoi votre solution pour aller combler le manque à gagner, même après avoir acquis Forever Play? Ben encore là, on veut tous répondre en même temps. Mais en même temps, encore là, il peut y avoir des lacunes, c'est certain. Donc, il va être important, comme on l'a mentionné, d'avoir une image de marque forte et puis que les employés viennent porter à votre porte ou viennent soumettre leur curriculum vitae, puisque, dans le fond, vous pourriez offrir, et il est fortement recommandé, d'offrir des conditions favorables pour ces employés pour vraiment recruter davantage de personnes et puis pour pouvoir les sélectionner également selon leur expertise et leur expérience pour avoir les meilleurs employés possibles. Quand vous dites d'augmenter les conditions des employés, on parle à combien de pourcents et est-ce que vous avez considéré ça dans vos calculs? On ne s'est pas rendu là dans nos calculs, à savoir dans l'ensemble des calculs des projets, on a pris seulement les salaires actuels parce qu'on voulait voir la marge de manœuvre, puis faire le détricotage et tout, il y a quand même une contrainte de temps, donc non, on ne s'est pas rendu jusque-là. Donc c'est sûr que en ce moment, c'est quoi, vous accusez un retard d'autour de 5% par rapport à l'industrie, si ma mémoire est bonne? 5 ou 15, quelque chose, enfin, dans cette fourchette, disons. Donc, c'est sûr que ça va avoir une augmentation, mais pour l'instant, vous n'avez pas non plus un nombre d'employés considérable. C'est sûr qu'en allant avec le projet de console, on l'augmente de façon relativement très, très importante, mais oui, donc, vous avez quand même une marge de manœuvre par rapport au financement pour
payer les employés. Au niveau stratégique, vu que vous y allez avec le projet de la console, on sait que c'est pas le segment de marché qui est le plus en croissance. On sait que le succès dépend fortement de Sony ou Microsoft s'ils vont sortir ou non des nouvelles consoles. À ce niveau-là, on n'a pas de garantie. On ajoute à ça le fait que c'est pas un secteur qu'on est familier, mis à part un de nos employés qui a une expertise là-dedans. Voyez-vous ça comme un risque assez important? Puis comment on pourrait le pallier à court terme? Bon, c'est sûr que c'est des risques qui sont très, très importants, puis on en est bien conscient. Cependant, vous avez une opportunité en or actuellement, puis c'est difficile de passer à côté de ça. Donc, oui, pour ce qui est de Microsoft, de Sony, c'est sûr qu'en tant que petit fournisseur, comme nouveau fournisseur, c'est quand même difficile d'avoir un pouvoir de négociation, mais il reste qu'il y a énormément de compagnies qui font affaire avec ces gens-là, puis si c'était pas rentable, il n'y en aurait pas de compagnies qui feraient affaire avec ces entreprises-là. Mais c'est sûr que c'est les moyens, le conseil d'administration, tout se doter d'une stratégie, ça permet justement de se positionner, ça permet de mitiger ce genre de risque-là par rapport à la segmentation. Donc, ce sont que des exemples pour justement mitiger les risques en ce qui concerne ça. On avait prévu 3 jeux qui étaient approuvés, qu'on était confiants à développer. 3 jeux avec une vente prévoyée de 700 000 $. Donc ceux-là, selon vous, on les cancelle? Non. Non, mais je pense que si les jeux ont déjà été approuvés, puis tout ça, c'est qu'en fond, on a déjà les ressources en place. C'est sûr que, comme on a dit, ce qu'on fait, c'est on croit présentement. Donc, c'est sûr que tout ce qui est en place présentement, la stratégie, puis tout ça, c'est pour amener plus de joueurs, dans le fond, produire plus, produire d'autres jeux, puis tout ça. Ça passe par de l'embauche aussi, on a besoin de plus de RH, on a mis des stratégies, je pense qu'on a proposé des solutions. Donc, c'est sûr que ce qui est déjà approuvé, c'est déjà roulé, c'est déjà prêt à partir. Je pense que pour nous, c'est des ressources pour vous, en fond, pour nous. C'est 700 000 $, c'est quand même des ressources intéressantes pour vous. Donc, non, ce ne serait pas à laisser aller. Par contre, c'est vraiment à impliquer dans la stratégie, dans la grosse planification qui est à faire, c'est vraiment à tenir compte de ces 3 jeux-là qui sont déjà là.